Auteur de plus de 14 romans de type thriller, historique, romance et d'un guide pratique, je rencontre aujourd'hui Jean-Luc Dumont. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Pamela, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, très bien, merci. Merci d'avoir accepté l'offre de cette rencontre aujourd'hui pour parler avec nos lecteurs, lectrices de tes 2 dernières sorties. Oui, ça fait Donc, plaisir. le guide pratique Comment écrire un thriller à succès et qu'on coordonne avec le même sujet, Délire d'amour. Alors, c'est Oui, un thriller, le retour de Clark et Clara. oui. J'aimerais, en fait, avant de parler du guide pratique, que tu nous parles un peu de Clark et Clara parce que, comme le sous-titre le mentionne, c'est le retour de. Et là, il y en a qui doivent se demander, mais sont où les autres livres pour pouvoir commencer du début de l'histoire? Ouais. Ben, la particularité de Clark et Clara, c'est qu'on peut commencer par n'importe quel roman. Donc, on peut lire Délire d'amour en premier, puis directement aller voir les autres après, parce que c'est tout, ça ne se suit pas, c'est des histoires unitaires. Donc, un début, milieu, fin. Il y a de temps en temps des petits indices qui se cachent dans les livres, mais c'est vraiment des unitaires que j'ai. Ça veut dire que la personne, elle n'a pas besoin d'avoir lu les précédents romans, par exemple, pour comprendre l'histoire. Okay. Clark et Clara est né. Moi, j'écrivais avant de la romance et c'était toujours un personnage. Je n'avais pas de duo. Et je trouvais ça, à l'époque, difficile d'avoir un duo. Et j'ai dit, pour enquêter, c'est bien d'en avoir deux, d'avoir deux personnages. Tu sais, quand tu as regardé, moi, j'ai vécu en Belgique, puis les séries que je regardais, c'était les Starsky Hutch, ils étaient deux. Rick Hunter, ils étaient deux avec Didi McCall. Il y avait tout le temps des personnages, ils étaient deux pour enquêter. Et donc là, je me suis dit, ben, il faut qu'ils soient deux. Donc, au début, je voulais absolument un journaliste pour mener les enquêtes, parce que je suis un ancien journaliste, donc j'étais un peu dans mes pantoufles. Et là, je me suis dit, avec qui je m'entendais bien pour avoir de l'info? Moi, ça a été les avocats. Parce que les avocats te donnaient beaucoup, on va dire, de jus pour comprendre l'histoire, qu'est-ce qui s'était passé. Donc là, j'ai créé Clark et Clara. Lui est journaliste au New York Times. Clara Lee, qui est une avocate à New York, et j'ai voulu qu'elle soit d'origine asiatique. C'est pour ça que Eira, un des personnages, je l'appelle la petite fleur, ma petite fleur asiatique, parce que je trouvais que des personnages forts asiatiques, il n'y en avait pas. Puis c'est aussi un clin d'œil que je fais à une actrice du Québec. Pour les personnes qui ont regardé District 31, il y avait Daxia. Il y avait qui? Daxia. Ah, c'est La madame qui s'occupait de l'informatique dans District 31. Oui, 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 oui. Oui, oui, OK. Et quand je l'ai vue, je débutais Clark et Clara. J'ai dit, c'est elle, Clara. Et c'est parti à cause d'elle, qu'elle soit asiatique. J'ai dit, c'est elle, Clara. Puis si un jour, ça doit être porté à l'écran, ma seule, on va dire, ma seule exigence, C'est c'est d'avoir un personnage que asiatique. ça soit elle, donc c'est que c'est elle Elle? qui fasse Clara parce que ça a été écrit pour elle. Mon Dieu. Est-ce qu'on sait son vrai nom? Oui, elle est dans mes amis Facebook, mais Écoute, puis on verra l'entrevue. Je pense que ouais. c'est important. Euh, Est-ce que. Donc là, dans le fond, quand tu as écrit le tome 1, c'était pas ton premier roman. Non, non, c'était pas mon OK. premier roman. J'avais pu écrire depuis 6 ans, depuis à peu près 2014, j'avais pu écrire OK. parce que l'inspiration était plus là.
Et puis, je suis tombé pour le premier roman, S'enfuir et après, sur une du journal Le Parisien, parce que je suivais une histoire de Xavier Dupont de Ligonnès, qui a tué toute sa famille en France, puis qui s'est enfui, puis on ne l'a plus jamais retrouvé. Et là, il y a eu la une du journal Le Parisien avec « On l'a retrouvé ». Moi, j'ai tous les livres, j'ai regardé les documentaires, les magazines, j'ai tout sur Xavier Dupont de Ligonnès, je collectionne. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Et là, je me suis branché sur BFM, une chaîne d'infos en direct, et j'ai regardé ça pendant à peu près plus de 40 heures. Ah, mon Dieu. Parce que toutes les émissions en France avaient été interrompues parce que c'était la nouvelle. Donc, il y avait des caméras partout, c'était direct. Les journalistes étaient là, même pendant la nuit, tout ça, ils suivaient ça en direct. C'était la grosse nouvelle. Et quand ils ont montré la première photo de la personne qu'ils ont arrêtée, je me suis dit, il ne ressemble pas à Xavier Dupont de Ligonnès. Ou il a été magané par la vie. Et le monsieur a demandé un test ADN. Et le test ADN a prouvé que ce n'était pas Xavier Dupont de Ligonnès et ils ont arrêté la mauvaise personne. Et la police a dû s'excuser. Le monsieur, il avait perdu sa femme dernièrement, puis il prenait l'avion pour rejoindre sa mère qui était, je pense, du côté de l'Irlande. Ah, mais ça te détruit une vie. Hein? C'est ça. Puis le monsieur a eu une vie détruite parce qu'il a vu sa photo partout placardée dans les médias et tout ça. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui arrivera avec une histoire comme ça aux États-Unis, avec les CNN, les Fox News, les médias Art News, qu'on appelle? Qu'est-ce qui arriverait là-dessus? L'idée de départ, ça a été ça. Puis après, on a vu arriver les personnages, Alexia Young et tout ça, dans le premier roman. Parce que tu le mentionnes là, quand on parlera du guide, là, on pourra élaborer, mais tu le mentionnes que tu pars tes histoires d'un fait réel que vois à la télé, que tu vois dans les nouvelles, peu importe que ce soit journaux ou à la télévision, puis tu bâtis ton intrigue puis tes personnages alentour de ça. Ouais, moi, je scrute la vie autour de moi, les magazines. J'ai toujours un radar quand je regarde. Puis, écoute, tous les matins, quand je me lève, je lis le New York Times, le Washington Post, le New York Post, les journaux en France, Libération, Le Monde et tout ça, les journaux ici au Québec. Puis là, je suis en train de chercher c'est quoi qui va m'attirer, qui va me popper pour dire, OK, ça, il y a quelque chose d'intéressant. Puis je l'imprime ou je le sauvegarde. Et là, je me suis dit, ça va peut-être me servir plus tard. J'ai environ, je ne sais pas, 600 articles de sauvegarde. Ah, mon Dieu! Puis des fois, 4-5 articles, ben, je les mélange et ça forme une histoire. Je suis entremêlé de toutes les histoires. Je trouve ça intéressant parce que en accumulant là, des fois, puis encore là, tu en as parlé dans ton guide, mais on a l'impression peut-être qu'on perd quelque chose, dans le sens où tu aurais pu dire après 40, ah ben là, ça, c'est tout du matériel qui n'est pas utilisable, je vais le jeter. Tout comme quand on écrit un manuscrit, des fois, on enlève des parties, puis moi, il y avait déjà, je me souviens pas c'était qui, mais il y avait un auteur qui m'avait dit, moi, je n'efface rien, je le prends, je l'amène dans un autre document pour le réutiliser plus tard. Fait, hey, 600, là, ça fait longtemps que tu aurais pu prendre le document et le jeter en disant ça ne me servira à rien. Bien, la base des articles que je cherche, il faut que ça soit intemporel. OK. Donc, je peux réutiliser dans 10 ans et que ça aura toujours le même impact. Ça, c'est peut-être mon œil journaliste. Puis, c'est ça que j'essaye aussi, tant bien que mal avec mes romans, c'est qu'ils ne sont pas fixés dans un temps précis,
mais qui deviennent intemporels. Ça veut dire que si tu le lis 5 ans après, ben, tu auras encore le même plaisir à le lire, qui deviennent intemporels. Et pourquoi avoir. Est-ce que. Attends, je recommence. Est-ce que tu as décidé de le faire dans New York à cause de l'impact des journaux et des médias ou c'est pour une toute autre raison que tu n'as pas fait ton roman se passe au Québec? Écoute, moi, j'aime la mentalité américaine parce que tu peux faire n'importe quoi aux États-Unis. Si tu fais un meurtre dans un restaurant, parlez-en bien, parlez-en mal, ça me fait de la publicité. Ici, au Québec, tu fais un meurtre ou tu écris une scène qui se passe dans un Tim Hortons ou ailleurs, parfois, tu peux recevoir comme une mise en demeure parce que tu as attaqué la réputation du restaurant. Ouais. Donc, parce que c'est très frileux ici au Québec. Donc là, j'ai choisi pour une liberté que ça se passe aux États-Unis parce qu'au moins, j'ai la liberté et tous les lieux de mes romans existent vraiment. Quand je parle de tel restaurant, il existe vraiment à tel coin de rue de New York. Donc, je sais qu'il y a même des lecteurs qui s'en vont à New York sur les traces de Clark et Clara, puis ils vont visiter les restaurants, ils vont voir où Clara normalement habite avec Clark, et puis ils me prennent des photos, puis ça devient comme un pèlerinage, eux qu'ils appellent. Là. Donc, ils s'en vont à New York sur les traces de Clark et Clara. Moi, je ne pensais pas que ça allait aller jusque-là. Là. Ben, je trouve ça super intéressant. C'est comme une chasse au trésor Ouais. avec en prenant le livre et en suivant les traces. Moi, je trouve ça super, super intéressant. Là, tu viens de mentionner que tous les restaurants existent. Quelles sont les recherches que tu as dû faire autant sur la ville que sur le métier et tout ce qui est meurtre et etc. Parce que je sais que dans ton livre, tu mentionnes que tu as, entre autres, fait des cours en criminologie pour aller quelles ont été les étapes que tu as dû faire pour parce qu'on s'entend que dans un thriller ou dans un roman policier, ce qui est super important, c'est que ce soit véridique, dans le sens où tu ne mets pas une carabine à un policier, ça n'arrive pas. C'est quoi les recherches que tu as dû faire sur la ville et sur le métier, puis tout le processus d'enquête? Ben moi, au niveau de la ville, j'ai un ami qui est journaliste à New York. Puis, il m'aide beaucoup pour faire les recherches. C'est que je lui dis, je lui envoie un courriel et je lui dis, j'ai tel personnage, il gagne autant d'argent, tel métier, tu le verrais habiter où? Et lui, il prend des photos, il me les envoie. Le restaurant Carmen, je pense, dans le premier tome, il m'a envoyé des photos de tout le restaurant. Il est rentré dans le restaurant, il a pris des photos, puis la scène s'est déroulée là. Donc, il m'aide beaucoup avec New York parce que lui, il y habite. Après, mes cours de criminologie, tout ça, ça me sert, mais aussi mon métier de journaliste parce que je mène une enquête, on va dire, pour avoir une enquête en 14 jours pour que les faits se déroulent puis que ça tienne la route. Puis je travaille avec un plan littéraire. Donc, tout est, on va dire, les grandes lignes sont écrites à l'avance et je sais où est-ce que je m'en vais. Je regarde si le fil rouge, il tient la route et si ça respecte l'histoire tout en gardant la part de romancier, d'écrivain que je suis. Et là, tu viens de mentionner ton plan littéraire. Dans ton guide. Ben, un plan littéraire, là, c'est ça. Parce que là, dans ton guide, moi, je pensais que tu fonctionnais, tu m'avais déjà montré le cahier et tu m'avais parlé des post-it. Oui. Mais là, il y a plus que ça, là. Tu as tes cartons de couleurs, tu as tes surligneurs, tu as tes couleurs de stylo
avec une marque, là, je pense que tu mentionnes que c'est peut-être. Okay. Écoute, c'est Stabilo. C'est dans quel ordre? En fait, explique un petit peu, mais tu sais, pas rapidement, disons, tes étapes. Tu commences par quoi? Puis pour finir, Une par dire, fois, OK, je suis prêt à écrire. ouais. Une fois que j'ai l'histoire dans ma tête, moi, je prends des post-it qui sont jamais loin de moi. Ils sont là, avec différentes couleurs. Puis, là, je commence à mettre ça sur mon mur. Et chez mon prologue, chapitre 1, chapitre 2, je mets les grandes lignes. Chaque personnage, c'est une autre couleur de post-it. Les lieux, c'est une autre couleur. Et les actions aussi. Donc, je bâtis un peu sur mon mur un fil d'Ariane pour que tout se tienne. Et des fois, je fais, OK, le chapitre 68, j'écris, ça va beaucoup trop loin, il se retrouve en chapitre 86. J'ai une vue d'ensemble, une fois que j'ai toute l'histoire décrite sur mes post-it, j'ai une vue d'ensemble. Puis là, je dis, OK, là, je parle, j'écris trop, donc j'ai plus le mettre à la fin. Lui, je vais plus le mettre au début. C'est une sorte de casse-tête que je réalise. Une fois que j'ai ça, ben, ça devient des cartons de couleurs pour mes personnages et tout ça, que je classe le tout. Des cartons, là, tu parles de ce qu'on appelle des postcards, là, les Ouais. petits, OK. Pas les cartons, là, les gros cartons d'affiches. Ah non. OK. Puis après, une fois que j'ai ça qui est écrit sur mes petits cartons, ça devient mon livre. Il y en a un par roman, et où là-dedans, il y a toutes les notes. Je retranscris tout ce qu'il y a sur mes fiches, sur les post-it, tout. Et là, j'imprime les plans, j'imprime les maisons, j'imprime la biographie si j'ai besoin, et je classe le tout. Comme là, en arrière, il y a plein de documentation qui sert pour d'autres romans. Fait que tes post-it, en fait, c'est que ça t'évite de faire du efface, va l'écrire ailleurs, efface, ramène. Fait que tu fais juste, tu décolles le post-it, tu t'en vas le mettre dans ton autre chapitre. Ouais, parce que moi, j'ai besoin de voir le début, le milieu, la fin. Puis, il ne faut pas, dans un thriller, par exemple, tout donner au début, puis que ça devient, on va dire, à plat, puis après remonter. Il faut faire quand même une cadence, de faire des petites montagnes, que moi j'appelle. C'est-à-dire 1 ou 2 chapitres plus relax, après on revient dans l'action, un petit 2 chapitres plus calme, on retourne dans l'action. Donc, c'est vraiment pour habituer le lecteur à cette lecture-là, mais je n'ai rien inventé. Moi, je lis, moi, quand je lis un roman, je ne lis pas un roman comme Monsieur, Madame, tout le monde. Je scrute tous les détails, comment il l'a bâti, tout ça. Moi, j'adore James Patterson, Michael Connelly, Marc Lévy, Guillaume Musso, Joël Dicker aussi. Puis je décortique le tout. Je dis, OK, lui, il a pris telle chose parce qu'il a mis son histoire à telle place. Je décortique le tout, puis j'annote. Donc, j'ai juste adapté cette écriture, on va dire, américaine, qui est rapide. Quand tu lis un James Patterson, il y a 108, 120 chapitres. Parce que c'est des chapitres qui font 2 pages, 3 pages, et directement, on va à l'action. Quand j'ai débuté à écrire le T'enfuir et après, j'en ai parlé avec un ami, et il m'a dit, je veux bien que tu écrives. Mais il dit, me raconte pas l'histoire du papier peint sur les murs pendant 20 pages. Parce que les romans français, Ils ont des détails, oui. Ils s'attardent sur des détails, sur l'histoire du papier peint, sur l'histoire de la maison, sur l'histoire de la cafetière. On se demande des fois pourquoi. Oui, oui. Puis l'écriture américaine est beaucoup plus une écriture cinématographique, on va dire, qui a des images, que c'est plus rapide et il y a une cadence. Donc, c'est ça, moi, que j'aime. Mais en même temps, là, c'est parce que j'ai comme 2-3 idées en même temps, là, mais si tu as 108 chapitres, là, il te faut un méchant mur pour mettre tous tes post-it. Là.
Ben ça, j'ai créé, moi, quand j'ai réaménagé le bureau, j'ai aménagé 2 portes en verre. Et les portes en verre sont vraiment pour coller mes post-it. Et j'ai même un mur qui est devant moi, mais c'est une grande fenêtre. C'est vraiment une grande fenêtre. Et tu colles tout ça là. Je colle tout ça là, puis si ça déborde, j'ai ma porte à côté, puis j'ai une autre porte encore là sur le côté. Mais là, tout est là, puis je vois mon histoire, puis je sais, OK, ça tient. Puis je colle, je décolle, je colle, je recolle. Puis là, est-ce qu'il te faut tout le temps, tu sais, dans chaque chapitre que tu aies toutes tes couleurs de post-it pour être sûr que tu as de l'action puis du déroulement dans tout. Puis si tu as, mettons, Clara dans le chapitre 1 avec son post-it de couleur, puis qu'elle revient dans le chapitre 2, as-tu un autre post-it avec son nom dessus? Oui, parce qu'elle va faire une autre action. Puis même des fois, ça peut aller jusqu'à chaque personnage qui a son propre, sa couleur de post-it. Dans le fond, tu fais vivre la compagnie Post-it, c'est ça le. Il y avait déjà quelqu'un qui t'avait donné ça en cadeau, hein? Dans les salons du livre, je reçois des post-it de couleur. Écoute, j'ai une collection de post-it de couleur incroyable parce que les lectrices, hey, je t'ai apporté un cadeau, ils me donnent des post-it de couleur. Ben, c'est cool, je trouve que c'est un, cool, un beau geste. Oups. Je reviens rapidement à. Et post-it ne subventionne pas mes romans. Hein. Il faudrait quand même qu'ils fassent un petit partenariat avec moi. Oui, je pense que c'est une action à considérer prochainement pour toi. Oui. Pour revenir à quand tu lis un roman, tu as aussi mentionné dans ton guide que tu surlignes. Oui. Tu surlignes, tu fais des notes pour, après ça, être capable d'analyser la façon que l'auteur a fait son fil rouge, justement, de son histoire? C'est vraiment, moi, je cherche le fil rouge, comment il s'y est pris. Puis là, je surligne les choses. Des fois, je peux acheter, c'est peut-être bizarre à dire ça, j'achète 2 livres, mais 2 fois le même. Ah. Parce qu'il y a un livre que j'ai gardé dans ma bibliothèque et que je vais lire comme lecteur, mais il y a un livre où je vais surligner, parce que moi, écrire dans un livre, c'est comme... ça fait mal au cœur. Oui. Donc, le livre que j'ai surligné, ben, ça va être un livre de travail, ou que j'ai malmené, tout ça. Mais parce que je veux qu'il reste dans ma bibliothèque, ben, j'en achète un deuxième, puis il reste dans ma bibliothèque. C'est drôle parce que je me suis acheté une liseuse là, 2 semaines pour éviter d'écrire dans mes livres papier. C'est pour surligner les actions, mais j'aurais aussi pu acheter 2 romans pour les travailler. Ça aurait fait. Ton idée est bonne quand même. Ah, ça fait vendre les livres. Ah oui, ça oui. Ça oui. Tu parles dans comment écrire un thriller à succès. En fait, tu nous expliques un peu ton cheminement de comment ça a commencé. Tu parles d'ailleurs de ton bureau. Tu l'as changé à, je pense, c'est 2 ou 3 reprises là, que tu l'as modifié, que tu l'as mis à ton image. Parce que tu mentionnes que l'ambiance dans laquelle on écrit est importante. L'ambiance est importante, puis à un moment donné, moi, je crois que la pièce a des vibrations, qu'elle nous apporte des choses. J'avais un premier bureau à l'étage qui était vraiment un 8 par 10, un petit bureau. Et à un moment donné, il n'y avait plus d'inspiration. Là, j'ai changé de place. J'ai transformé une chambre en bureau. Et je suis resté là quelques années. Puis ça a fonctionné parce que j'ai écrit 2, 3 romans là-bas, dans cette pièce-là. Puis après, plus rien. Là, j'ai redéménagé un bureau ici, la maison à 2 étages. Donc, j'ai réaménagé le sous-sol qui n'est pas un sous-sol.
Puis, j'ai réaménagé le bureau que vous voyez. C'est une ancienne cuisine qui a été transformée complètement en bureau. Et ici, depuis 2, 3 ans, je me sens bien. Il y a des bonnes ondes. C'est ici qu'est mon entreprise, que je travaille, que j'écris mes romans, que je fais des bénévoles rencontres. Je me sens bien. C'est devenu mon cocon. Puis, j'ai même allé plus loin. C'est ici que je me sens protégé. Oui. C'est ici, là, dans ce bureau-là, je me sens très bien. Donc, je crois aux ondes des bureaux, d'une place qui est belle pour écrire et tout ça. Puis, je l'ai aménagé à mon goût. Ça, c'est le bonheur que j'ai pu avoir, c'est que je l'ai aménagé vraiment selon mes besoins. Mais je ne peux pas écrire dans un café, je ne peux pas écrire sur une terrasse, je ne peux pas écrire en plein centre-ville, je ne peux pas écrire. Tu vois, il y en a que c'est totalement le contraire, hein, qui doivent sortir de chez eux, que le silence, ça ne marche pas, qui doivent aller où il y a du bruit pour être capable d'écrire. Puis toi, c'est totalement le contraire. Ouais. Puis quand j'écris une histoire qui se déroule à New York, je me mets dans l'ambiance de New York. Donc, j'écoute la radio WNIC, qui est la radio publique de New York, parce que je veux savoir c'est quoi qu'ils écoutent à New York comme musique. Et bien souvent, il y a des références dans mes livres avec les chansons. Ah, c'est bon, ça. Donc, pour vraiment me coller à la réalité. Ça, c'est une bonne. 3 dernières questions avant de conclure, Jean-Luc. Qu'est-ce qui nous attend avec Clark et Clara? Écoute, cette histoire-là est partie d'un article que j'ai lu, comme quoi que pendant la pandémie, il y a eu des femmes, des couples, des hommes qui se sont lancés dans les webcams érotiques et qui gagnent 30 000 $ par mois. Et ils ne payent pas d'impôt là-dessus, c'est de la monnaie virtuelle, tout. Et ils ont abandonné leur métier et c'est devenu dans leur milieu des stars. Et il y a un paquet de monde qui ont fait ça, puis c'est des femmes de 18 à 75 ans. Il y a des madames, des grands-mères qui font ça, puis elles ont du succès. Donc là, je me suis dit, il y a une histoire là-dessus d'aller voir. Puis là, après, j'ai dit, ben, je fais une enquête là-dessus. J'ai eu en entrevue 3 webcameuses, une au Québec et 2 en France, qui m'ont expliqué comment ça marche, puis jusqu'où qu'ils peuvent aller, puis pas aller, c'est quoi leur limite. Et tu découvres qu'ils n'ont aucune limite. C'est-à-dire, ça peut être dans leur maison, ça peut être sur un parking, ça peut être en pleine rue. Ils font des exhibitions, puis ils font beaucoup plus que s'exhiber. Ça peut aller à des pleines actions en pleine rue, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, plus que tu mets de l'argent, plus qu'ils vont réaliser tes souhaits. Donc, là, je me suis dit, il y a une histoire à aller chercher. Puis, j'ai bâti cette histoire-là. Donc, on découvre l'envers du décor avec les webcameuses, avec les influenceuses, ces hommes et femmes qui ne servent à rien, selon moi. Mais, tu sais, moi, on m'a expliqué à un moment donné qu'une influenceuse avait demandé pour 3 photos dans une boîte de nuit 5 000 $. Elle a dit, je prends 3 photos de ma soirée, mais j'ai 2 millions d'abonnés. Donc, elle quantifie ces millions d'abonnés pour se faire de l'argent. Donc, c'est tout un milieu que moi, j'ai découvert et que je dépeins dans ce livre-là, des livres d'amour qui se passent à New York, où la fille du sénateur de New York a une autre vie, c'est qu'elle est webcameuse, puis elle rencontre des personnes, surtout une personne, et elle est portée disparue. Est-ce qu'on va les revoir? Clark et Clara?
Je voulais, avec Délire d'amour, clôturer les 4 livres. Mais la dernière phrase du roman donne un indice sur les prochaines aventures, vers quoi il se dirige. Donc, oui, Clark et Clara vont revenir. Je dirais 2025-2026, mais avec un métier différent. Mais moi, ça va me permettre une plus grande liberté parce qu'avec leur nouveau métier, ça va me permettre une plus grande liberté encore d'enquêter. Vous devez le lire pour le savoir. Concernant comment écrire un thriller à succès, quels seraient tes 3 conseils pour quelqu'un qui veut écrire un thriller? Ton top 3. Mon top 3, de lire, vraiment, lis ce que tu souhaites écrire. Si tu souhaites écrire un thriller, ne lis pas des romans fantastiques. Intéresse-toi aux personnes qui lisent des thrillers. Donc, si tu veux écrire du fantastique, lis du fantastique. C'est comme ça qu'on apprend le métier, parce que la première phrase de ce guide, c'est « Ceci n'est pas un livre de recettes ». Puis ça, j'y tenais à cette phrase-là. Moi, j'explique mon parcours, mais si tu mets en place ma recette, elle va fonctionner, mais elle va peut-être pas fonctionner avec d'autres personnes. Tu vas prendre peut-être un 25%, mais il faut que tu te l'appropries à toi. Il faut que tu te sentes bien là-dedans. En premier, lire. En deuxième, se documenter. De voir si l'histoire tient la route, le tout, puis vérifier les faits si tu te bases sur une histoire vraie. Puis la troisième, c'est d'être fier de son roman quand il sort, de pas... moi, j'appelle toujours un peu s'exhiber sur les réseaux sociaux. Ça veut dire de démontrer que le livre est là. Puis moi, je fais participer les lecteurs à l'avancée du roman. Donc, autant pendant l'écriture, autant ils ont la primeur du dévoilement de la couverture. Ils sont un peu, je vais dire, des compatriotes, des alliés avec moi. Ils participent à l'aventure. Donc, soyez fiers. C'est pas parce qu'un livre a été publié que restez chez vous, les bras croisés, il va se vendre. Non. Ah non. Montrez-le. Montrez-le sur les réseaux sociaux. Parlez-en. Puis il y a une belle communauté sur Facebook parce que ça va être les gens qui vont vous suivre. Quels sont tes projets en cours et à venir que tu as le droit de nous dire, évidemment? Ben écoute, il y a une romance qui est sortie, qui est ici, je revenais te chercher, parce que j'écris aussi de la romance, puis j'aime beaucoup écrire de la romance. Il y a pour le Salon du livre de Québec, une autre romance qui va sortir. Si tu m'aimes vraiment, reviens-moi. Et pour le Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean, si tout va bien, il va y avoir la suite de Pour un instant, qui va s'appeler J'aurais voulu te dire. Puis, entre-temps, 2025, il va y avoir un projet qui me tient à cœur, qui est un livre de recettes au profit de la Fondation du CHUM de Montréal, qui va être des recettes issues, une dizaine de recettes, puis avec des personnalités qui vont se joindre pour aider la Fondation du CHUM pour les maladies du foie, en hommage à ma blonde qui est disparue dernièrement. Et après, Clark et Clara vont revenir. Oui. Il va y avoir un guide aussi sur la gestion de crise. Il y a une romance aussi qui se prépare, qui va se dérouler à Montréal. Oh! OK. Ouais. Mais là, comme il n'y a pas de meurtre, tu peux l'utiliser à Montréal. Oui, tu as le droit. J'ai le droit. C'est que de l'amour. Donc, ils ne vont pas me chicaner. Donc, qui va se passer à Montréal.
Et là, je vais juste spécifier l'année parce que pour ceux et celles qui pourraient écouter la vidéo dans plusieurs mois, tu seras au Salon du livre du Saguenay. Fin septembre 2024. 2024, merci. Parce que je cherchais les dates dans ma tête. C'est le 21, Ouais. ça? 21, 22, 23, 24? Non, 26 et 29 septembre. Puis, mois d'avril, je pense, le Salon du livre de Québec, 2025. Tu vas y être aussi. Oui. Super. Merci, Jean-Luc, de ton temps pour cette belle rencontre, pour tes lecteurs et tes lectrices. Merci beaucoup à toi, Pamela. Toujours un plaisir. Ben oui. Puis c'est sûr qu'on se refait une autre rencontre avec tes livres à venir. Oui, avec les romances. Bye tout le monde. Bonne lecture! Bye tout le monde!